Avant le dîner de famille, ma belle-mère a hurlé sur ma fille de 7 ans, pas de dîner ce soir. Au lit tout de suite. Mon mari est resté silencieux. J'ai juste souri et j'ai dit, nous avons déjà dîné. Merci. 5 minutes plus tard, je faisais nos valises. Ce que j'ai fait ensuite a laissé tout le monde sans voix. Parfois, les choses ne s'effondrent pas avec fracas. Parfois, elles se fissurent à cause d'une seule phrase, dite sur le mauvais ton, à la mauvaise personne, au mauvais moment. Dans notre cas, c'était une phrase visant une petite fille de 7 ans, qui voulait simplement parler de son projet scolaire. C'était une soirée ordinaire. Enfin, notre version de l'ordinaire, ce qui signifie que je cuisinais, pendant que ma belle-mère m'expliquait comment j'aurais dû m'y prendre autrement. Mon mari, Tom, faisait défiler des choses sur son téléphone. Ma fille, allait, bavardait joyeusement, elle était vive, enthousiaste, un peu bruyante, comme n'importe quel enfant devrait l'être. Nous nous sommes assis pour manger. Allait a commencé à nous raconter sa journée d'école. Elle a interrompu sa grand-mère, tout excitée, et c'est là que c'est arrivé. Marjorie, ma belle-mère, a posé sa fourchette brusquement, elle s'est levée, a redressé son dos comme un juge sur le point de rendre un verdict. « Tu t'es mal comporté aujourd'hui », a-t-elle dit froidement. Alors, pas de dîner. Au lit tout de suite. J'ai entendu le souffle de Haley se couper dans sa gorge. Ses yeux se sont agrandis, elle était confuse, pas encore en colère, ni même blessée, juste sidérée, comme si quelqu'un l'avait giflée sans prévenir. Tout ce qu'elle voulait, c'était partager le poème qu'elle avait mémorisé. Elle ne savait même pas ce qu'elle avait fait de mal. J'ai regardé Tom. Il n'a pas levé les yeux, il a juste piqué ses pommes de terre, comme si de rien n'était. Comme si sa mère ne venait pas de priver de nourriture sa fille, notre fille. Eh bien, a dit Marjorie, va dans ta chambre. Et pas de discussion. Elle parlait toujours comme si elle commandait des soldats, ou présidait un tribunal. Pas de place pour la discussion. Pas d'appel possible. J'ai regardé Haley. À l'intérieur, je bouillais, mais à l'extérieur, j'étais de pierre. J'ai plié ma serviette lentement, je me suis levé. Je me suis approché, et j'ai pris sa main. Nous avons déjà dîné, ai-je dit, d'une voix calme et posée. Merci. Viens, ma chérie. Haley m'a suivi sans un mot. Sa petite main tremblait dans la mienne. Derrière nous, le silence était soudain et lourd. Même Marjorie semblait prise au dépourvu, pendant un instant. À l'étage, j'ai dit à Haley de se changer. Elle a hoché la tête, et a obéi comme toujours. J'ai ouvert le placard, j'ai descendu la vieille valise que je gardais cachée, derrière les manteaux d'hiver. Juste une seule, pas trop lourde. L'essentiel, les documents, des vêtements pour quelques jours, la tablette, les chargeurs. Et aussi, le dossier de mes imprimés et de reçus, que j'avais commencé à rassembler un mois plus tôt, juste au cas où. 15 minutes plus tard, Tom a frappé à la porte de la chambre. « Tu es sérieuse ?» a-t-il demandé à travers le bois. C'était juste un dîner. Elle se comportait comme une gamine gâtée. Maman n'a pas tort. Je n'ai pas répondu. S'il avait pensé le contraire, il aurait pris la parole en bas. Je suis passé devant lui dans le couloir, en silence. J'ai laissé le double des clés de la maison sur le comptoir de la cuisine, j'ai mis mon manteau, et j'ai fermé celui de Haley. Tout me semblait détaché, comme si je jouais un rôle écrit pour quelqu'un de plus courageux que moi. 10 minutes plus tard, nous étions sur le trottoir. Je tenais ma fille d'une main, et la valise de l'autre. Rachel est arrivée en voiture. Mon amie, ma bouée de sauvetage. Elle n'a pas posé de questions. Elle savait déjà. Je lui ai dit, pas tout, mais assez. Dans la voiture, Haley a chuchoté, « Maman, est-ce que je me suis vraiment mal comporté ?» Je me suis tourné vers elle, j'ai serré sa main. « Non, mon cœur, tu as été merveilleuse. » Certains adultes oublient ce que c'est que d'être un enfant. Elle a hoché la tête. J'ai vu une toute petite lueur de soulagement dans ses yeux, mais seulement pendant une seconde. Rachel nous a laissé loger dans sa chambre d'amis. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise par terre, le dos contre le lit, entouré de papiers, et de mon ordinateur portable. J'étais calme, concentré, mécanique. J'ai trié les relevés bancaires,
téléchargé les contrats, fait défiler les factures. J'ai organisé chaque paiement en freelance, que j'avais reçu au cours des 2 dernières années, ainsi que chaque dépense scolaire, chaque facture d'épicerie, les vêtements de Haley, mes reçus, les emails des enseignants, et les notes des clients. Tom avait perdu son emploi il y a 2 ans, et ne l'avait jamais vraiment retrouvé, pas de manière sérieuse. Nous vivions sur mes revenus depuis lors. Mais dans cette maison, j'étais invisible, remplaçable, une invitée tolérée. Maintenant, j'étais autre chose, quelque chose de plus dangereux, j'étais documenté. 2 jours plus tard, nous étions assis en face d'un avocat spécialisé en droit de la famille. Il a feuilleté le dossier en silence, lentement, méticuleusement. Quand il a levé les yeux, sa voix était calme, mais sérieuse. Vous avez un dossier solide. Très solide, même. Plus que la plupart. Je n'essaie de détruire personne, ai-je dit. Je veux juste que ma fille ait un foyer, un endroit où personne ne l'humilie pour le simple fait d'exister. Il a hoché la tête. Alors, assurons-nous que vous l'obteniez. Les gens pourraient dire, allons, c'était juste un dîner. Juste une grand-mère un peu stricte. Une seule phrase. Non, ce n'était pas juste une phrase. C'était la dernière, après des centaines d'autres avant elle, après des mois de silence, de mépris, de petites coupures qui n'ont jamais guéri. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté, je n'ai pas fait de scène. Je suis juste parti, mais je n'ai pas fui. Je n'ai pas reculé. Je suis revenu. Pas pour me venger, mais pour avoir le droit d'être entendu. Et c'est là que la véritable histoire commence. Haley était pelotonnée sur un côté du canapé, ses petits doigts agrippant encore la manche de mon pull, même dans son sommeil. Je m'assis à côté d'elle, trop engourdi pour bouger. Mes yeux étaient fixés sur un point aléatoire au plafond. Mais à l'intérieur, je regardais en arrière, plus loin que je ne l'aurais voulu, vers le moment où tout cela avait vraiment commencé. Juste quelques mois, avait dit Tom à l'époque. Jusqu'à ce que je trouve un nouveau travail. Nous ne pouvons plus payer le loyer, tu le sais. Je le savais. Il était sans travail depuis 2 mois déjà. Je couvrais tout avec des missions en freelance, rédaction, traduction, marketing. L'argent n'était pas extraordinaire, mais c'était régulier. C'était assez, si nous avions formé une équipe. Nous ne pouvons pas simplement emménager chez ta mère, avais-je dit doucement. Nous sommes des adultes. Nous avons un enfant. Il a eu un petit rire narquois. Exactement. Nous avons un enfant. Maman a une immense maison. Elle sera ravie d'aider. Elle a été ravie pendant les 3 premiers jours. Au début, tout semblait assez plaisant. Marjorie nous a accueillis avec un sourire. Elle a nettoyé tout le 2e étage, a accroché de nouveaux rideaux dans la chambre de Haley, a préparé une tarte. J'ai essayé d'être reconnaissante. Je voulais avoir tort à son sujet. Mais à la fin de la première semaine, elle me disait déjà comment faire les lits de la bonne manière. À la 2e semaine, elle avait réorganisé mes poêles dans la cuisine, et avait dit assez fort pour que tout le monde entende, ce n'est pas un dortoir d'université ici. À la fin du 1er mois, elle disait à Haley que les petites filles ne se comportaient pas comme ça dans la maison de grand-mère, simplement parce que Haley chantait doucement en suivant une chanson sur sa tablette. Je travaillais de nuit. La journée était consacrée au trajet pour l'école, au ménage, à la cuisine, je faisais ma part. Tom s'installait de plus en plus profondément dans son fauteuil, cherchant du travail sans grande conviction, et disparaissant dans sa PlayStation quand ça devenait trop frustrant. Il s'effaçait de notre vie, de notre équipe. Parfois, au dîner, je me sentais comme la 4e roue du carrosse. Tom, Marjorie, et la maison formaient un trio. Au bout de 6 mois, le toit a commencé à fuir. Des gouttes dans un coin de la chambre, de la moisissure dans la salle de bain. Tom a soupiré et a dit, on devrait probablement faire quelque chose, mais nous n'en avons pas les moyens. J'ai engagé un entrepreneur, j'ai payé avec mon propre compte. Tom n'a même pas demandé combien cela coûtait. Ce n'était pas notre maison, mais tout ce qui était réparé, acheté ou entretenu, venait de mes mains, de mon argent et de mes efforts. Et pourtant, chaque souffle dans cette maison murmurait, tu n'es pas chez toi ici. Le père de Tom était mort 1 an plus tôt, à l'époque où nous avions encore notre propre appartement. La maison avait été transmise à Marjorie et Tom, à parts égales, 50-50e. Je n'ai pas contesté,
je n'ai pas posé de questions. Mais ensuite, nous avons emménagé, et tout a changé. Un jour, Tom a dit nonchalamment, sans même lever les yeux de son ordinateur, l'avocat de maman a finalisé le titre. La maison est officiellement à son nom, et au mien. J'ai cligné des yeux. Et moi? Il a haussé les épaules. Tu n'es pas dessus. Ce n'est pas à nous. C'est à moi. Il n'y avait plus de nous. Un après-midi, j'ai essayé de lancer la machine à laver. Elle ne s'allumait pas. Marjorie avait changé le code de verrouillage. Elle l'avait juste changé, comme ça. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a dit, tu ne la charges pas correctement. Je ne veux pas que tu bousilles la machine. Et j'ai senti quelque chose se nouer dans ma gorge, comme si elle avait actionné un interrupteur disant, tu n'es personne. Même la lessive ne t'appartient pas. J'ai pleuré dans la salle de bain, en silence, pour que Allais ne m'entende pas. À ce moment-là, je n'étais plus une épouse, ni une mère aux yeux de cette maison. Juste un inconvénient toléré. Une femme qui devrait être reconnaissante d'avoir le droit de rester. Tom n'a jamais pris mon parti. Allez, disait-il, c'est juste maman. Tu surréagis. Une fois, il me l'a dit droit dans les yeux, tu agis comme une invitée. Et honnêtement, c'est ce que tu es. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai pensé, et si je partais, tout simplement? Mais partir n'était pas simple. Pas avec un enfant, pas de soutien, pas de logement. Si je partais, il dirait que je l'avais abandonné, que j'étais instable, dépassé, hystérique. Pire, il pourrait essayer de me prendre à lait, en disant que je n'étais pas apte. J'avais déjà vu cela arriver. Je savais à quel point les histoires peuvent se retourner contre vous, quand vous n'avez rien d'autre en main que la vérité. Alors, j'ai attendu, et je me suis préparé. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur, intitulé Documentation. J'y ai tout mis, les reçus de l'école, les emails des professeurs, les formulaires médicaux, les relevés bancaires. La preuve que je n'étais pas là de passage, que j'étais une mère, que c'était moi qui faisais tourner cette machine, pendant que tous les autres faisaient semblant que tout était automatique. Tom n'avait pas travaillé depuis plus d'1 an et demi. Tout ce que Allais mangeait, portait ou touchait, c'est moi qui le payais. Même les cadeaux de Noël venaient de moi, et pourtant, dans cette maison, c'était lui le chef de famille. Un coup frappé à la porte a brisé le silence. Retour au présent. Sarah. C'était la voix de Rachel derrière la porte. Tu es réveillée. J'ai ouvert. Elle tenait une théière et 2 tasses. Comment va Allais? A-t-elle demandé. Elle dort, ai-je répondu doucement. Elle a regardé, derrière moi, les papiers, les tableurs, les piles d'impression. Tu as gardé tout ça? Absolument tout? J'ai hoché la tête. 2 ans de preuve. Rachel s'est assise sur le bord du canapé, tenant toujours sa tasse. Tu es incroyable, Sarah, a-t-elle dit. Mais écoute, tu n'as plus à porter tout cela toute seule. Tu n'es plus seule désormais, et tu n'as plus à supporter un seul jour de plus de cette merde. Je l'ai regardé. Ma voix était basse mais ferme. Je ne pars pas vers l'inconnu, et je ne pars pas les mains vides. Ils pensent que j'ai craqué, mais ils ont oublié qui je suis. Je suis une mère, et maintenant, j'ai fini d'attendre. Tom a reçu l'avis de divorce un vendredi. Et ce soir-là, la tempête a éclaté. D'abord, les appels. Je savais qu'ils arriveraient. J'avais déjà mis mon téléphone en silencieux. Pas pour les empêcher de m'appeler, juste pour que les vibrations ne me fassent pas sursauter toutes les 10 secondes. Il a appelé 6 fois de suite. Puis est arrivé le premier message, tu as perdu la tête? Pour qui tu te prends? Tu crois que tu peux prendre ta petite part, et partir comme si rien de tout cela n'avait d'importance? C'est ma maison, mon héritage. Tu n'as rien, à part ton arrogance. J'ai refermé l'écran. Tout se passait exactement comme prévu. Il n'avait jamais cru que j'irais vraiment jusqu'au bout. Maintenant, il ne pouvait pas croire que j'allais peut-être réussir. Quelques heures plus tard, Marjorie m'a envoyé un SMS. Le ton laissait entendre que je lui avais volé les perles de sa grand-mère. Tu as tout détruit. Tu as vécu dans cette maison gratuitement, tu as mangé notre nourriture, utilisé notre eau, notre électricité. Nous t'avons accueilli,
Et c'est ainsi que tu nous remercies. Tu as ruiné la famille, et maintenant tu veux de l'argent? Je l'ai lu une fois, puis deux, et j'ai pensé, qu'est-ce qu'elle va dire quand elle verra les reçus, les virements bancaires, les déclarations de revenus? 2 ans. J'ai payé pour tout. Le lendemain, un numéro inconnu a commencé à m'appeler. Je n'ai pas répondu. Deuxième appel, pareil. La troisième fois, c'était quelqu'un que je reconnaissais. Kathleen, la cousine de Tom, celle qui envoie des cartes de Noël une fois par an, et qui dit toujours que plus rien n'est comme avant. Et, Sarah, a-t-elle commencé d'un ton maladroitement mielleux. Bon, j'ai entendu des choses, et je sais que ça ne me regarde pas, mais es-tu sûr de vouloir faire tout ça? Des avocats de divorce. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Oui, ai-je dit. Calme. Claire. C'est juste que, Tom dit que tu es à cran. Il est inquiet. Il dit que tu agis de manière instable, et qu'il a peur pour Alec. Ma prise sur le téléphone s'est durcie. Puis j'ai laissé échapper une lente expiration. Dis à Tom que c'est moi qui m'inquiète pour Alec. Parce qu'il n'a pas travaillé depuis 2 ans, qu'il ne l'a pas regardé dans les yeux lors d'un seul dîner, et qu'il n'a pas payé un seul manuel scolaire. Elle a hésité. Eh bien, je veux dire, ne prends pas tout au pied de la lettre. Comment devrais-je le prendre autrement? Elle a raccroché. Et c'est ainsi que cela a commencé. Une campagne, paresseuse mais méchante. Tom a raconté à nos amis communs que j'avais pété les plombs, que j'avais des problèmes de gestion de la colère, que je l'empêchais de voir sa fille. Un gars m'a envoyé un message privé, et, c'est vrai que tu ne laisses pas Tom voir Alec? Il dit que tu le menaces. Je n'ai pas répondu. J'ai enregistré le message. Archive des captures d'écran. Ce n'était plus seulement un divorce. C'était du harcèlement. Il détestait le fait que je ne joue plus le jeu. Mon avocat était serein. Ils espèrent vous faire peur, vous pousser à reculer, m'a-t-il dit. Mais nous ne réagissons pas. Nous agissons. Ils ont l'émotion. Vous avez les preuves. C'est ce qui compte. Ils vont prétendre que la maison n'est pas à moi, lui ai-je rappelé. Et ils auront raison, a-t-il acquiescé. La propriété a été héritée. Elle appartient légalement à Marjorie et Tom. Mais il a feuilleté le dossier. Vous étiez mariés quand il a reçu sa part. Vous avez vécu dans cette maison pendant 2 ans. Vous avez payé pour son entretien. Vous avez contribué financièrement. Et nous avons les dossiers. Les factures pour la réparation du toit, les factures du plombier, le remplacement des fenêtres. Tout était à mon nom. Tout venait de mes comptes. Tom n'avait pas levé le petit doigt. Il ne s'agit pas d'essayer de prendre la propriété de la maison, a-t-il précisé. Nous demandons une compensation équitable. Vos contributions, votre soutien financier font partie de la communauté matrimoniale. C'est tout à fait raisonnable, et même s'ils se battent, n'importe quel juge verra la situation telle qu'elle est. J'ai hoché la tête. Il y avait encore une pression dans ma poitrine, mais en dessous, j'étais en paix, comme l'air juste avant une grande inspiration. Une semaine plus tard, Tom a déposé une demande pour un accord de garde temporaire. Il voulait voir sa fille. Son avocat a soumis une requête informelle, plus une tactique de pression qu'une véritable étape juridique. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai répondu fermement. Alec n'est pas un pion. Son père peut demander des visites par les voies officielles, dans un cadre neutre, avec le consentement écrit des 2 parties. La réponse est revenue rapidement. Ton amertume est en train de tout détruire. Elle te détestera pour ça quand elle sera grande. J'ai supprimé le message. J'ai remis le dossier complet à mon avocat. 2 ans de déclaration de revenus, des reçus pour les services publics, les courses, les vêtements. Les factures des entrepreneurs. Le dossier scolaire de Alec, avec un mot de remerciement de son professeur. Une lettre de recommandation d'un client de longue date. Des captures d'écran et des messages de Rachel, confirmant le manque d'implication de Tom. C'était comme revêtir une armure, un costume de bronze fait de vérité. Les documents ne crient pas. Ils ne colportent pas de ragots. Ils ne paniquent pas. Ils disent simplement, voici l'histoire. Plus tard dans la semaine, mon avocat m'a dit que quelque chose avait changé. Ils perdent pied, a-t-il dit. Trop de faits,
trop peu d'arguments en face. Leur camp se fissure. Marjorie serait furieuse. Tom se débattait. Puis est arrivé le premier signal réel. Une lettre de leur avocat: quelle somme de compensation votre cliente considère-t-elle comme acceptable, pour résoudre cette affaire à l'amiable? Mon avocat a souri. Ils savent qu'ils vont perdre, maintenant. Ils ont juste besoin de faire croire que la reddition était leur idée. J'étais assise à la table de la cuisine de Rachel, café à la main, quand un dernier message est arrivé de Tom: tu m'as humilié. Nous tous. Tu veux de l'argent. Tu vas perdre Allais. Je prouverai que tu es instable. Tu n'es rien. Tu n'as toujours été rien. Je l'ai lu, et j'ai souri, car c'était le moment où j'ai su. Si j'étais vraiment un rien, tu n'essaierais pas aussi fort de m'effacer. Ils ont essayé de tenir bon. Quelques jours de plus, silence radio. Puis ils ont changé de tactique. Le blâme habituel, déformer, travestir les faits. Tom a appelé mon ancien manager, sous-entendant des choses: avez-vous remarqué ces sautes d'humeur? Elle lui a raccroché au nez. Ensuite, ils ont commencé à envoyer des emails à l'école de Allais. Des plaintes anonymes: elle n'est pas dans un environnement sûr. Je les ai montrées à mon avocat. Il a hoché la tête une fois. La panique. C'est bon signe. Une semaine plus tard, Jason a appelé. L'avocat de la famille. Un ton mesuré, parfaitement dosé, professionnel jusqu'à en être stérile. Sarah, bonjour. Je voulais discuter de la possibilité d'un accord. Nous avons examiné vos documents. Disons simplement que nous sommes arrivés à la conclusion qu'il ne serait pas judicieux de prolonger la procédure. Je savais exactement ce que cela signifiait. Ils avaient vu le tableau complet, et ils savaient que je ne bluffais pas. Nous sommes prêts à offrir un montant de compensation, a-t-il poursuivi. En échange d'une renonciation totale à toute réclamation sur la propriété. Naturellement, ceci n'est pas un aveu de faute, mais plutôt. Jason, ai-je interrompu. Le montant que nous sommes prêts à accepter est de $120 000. En retour, je renoncerai à toute réclamation sur la part de Tom dans la maison. L'accord sera notarié par écrit, et l'affaire classée. Il y a eu une pause, juste le temps d'un souffle, puis, j'en informerai mes clients. Je pense qu'ils accepteront. Plus tard, Rachel m'a raconté comment s'était passée la soirée chez eux. Marjorie a hurlé: je préférerais brûler cet argent. Tom est resté assis en silence, le regard vide. Leur avocat leur a expliqué doucement la situation. S'ils ne signaient pas l'accord, l'affaire irait au tribunal, et un audit financier serait ordonné. On demanderait à l'école de Allais de témoigner. La part de Tom dans la propriété serait passée au crible. Un juge pourrait les condamner à payer davantage, ordonner une restructuration de la maison, ou même forcer une vente partielle, ce qui ferait chuter la valeur du bien. C'est un risque, leur a dit l'avocat. Vous perdrez plus, et tout sera public. C'était là, la limite. La honte publique était pire que la perte financière pour Marjorie. Le lendemain, j'ai reçu la confirmation. Le montant était approuvé. Paiement sous 10 jours ouvrables. L'accord final devait être signé et notarié. Je me souviens d'être assise à la banque, le notaire feuilletant les pages. Mon avocat à mes côtés, hochant la tête pendant que je signais. Tout était calme. Tout se déroulait comme prévu. Pourtant, quelque chose frémissait dans ma poitrine, comme si je m'attendais à ce que quelqu'un entre brusquement en hurlant « Arrêtez !» On a changé d'avis. Mais personne n'est venu. Les documents ont été signés. Les fonds ont été transférés. $120 000. Ce n'était pas une vengeance. C'était une compensation pour le silence. Pour la peur, pour l'humiliation que j'avais avalée pour le bien de ma fille. Pour toutes les fois où je n'avais pas pu accrocher une serviette au mauvais crochet. Un mois plus tard, Allais et moi avons emménagé dans notre propre appartement. Petit, lumineux, niché dans une rue calme près du parc. Je l'ai choisi moi-même. J'ai signé le bail moi-même, payé la caution moi-même. L'endroit était vieux, mais il était à nous. J'ai peint les murs. Allais m'a aidé avec des autocollants muraux. Nous avons choisi le papier peint pour sa chambre. Nous avons ri. Nous nous sommes disputés sur la couleur des rideaux. C'était notre monde.
propre, libre. Dans la cuisine, la machine à expresso que j'avais toujours voulu. Sur le mur, un tableau noir avec des recettes. Aucun jugement, aucune correction, seulement notre air à nous. Le matin, je me réveillais au son de Haley chantant sous la douche. Je m'asseyais sur le balcon avec un thé, regardant la lumière du soleil se poser sur le rebord de la fenêtre. Je n'avais plus peur. Plus jamais. Tom a envoyé un texto, a appelé une fois ou deux, je ne peux pas croire que tu aies vraiment voulu détruire la famille. Tu as eu ce que tu voulais. J'espère que ça t'a fait te sentir importante. Un jour, Haley connaîtra la vérité. Je n'ai pas répondu, parce que Haley connaissait déjà la vérité. Elle vivait dedans. Une nuit, nous faisions cuire des biscuits. Haley a réglé la minuterie, puis s'est tournée vers moi avec un grand sourire, « Maman, maintenant, la cannelle sent comme la maison. » Je me suis figé juste pour un moment. Puis j'ai souri et j'ai dit, « C'est parce que c'est ici la maison, ma chérie. » Juste nous. Pas de cris, pas de tension, pas d'ombre dans le couloir. Juste moi et elle. Nous avons mis des photos de nous sur le mur. Ses aimants sur le frigo. Nos clés sur un crochet près de la porte. Pas emprunté, pas temporaire. Les nôtres. J'ai reçu la lettre finale de mon avocat. Toutes les parties ont rempli leurs obligations. L'affaire est officiellement classée. Je l'ai conservée, pas par peur, mais comme un rappel que je n'ai pas fui. J'ai tenu bon, et je suis parti la tête haute. Tom a appelé une dernière fois, le jour de Thanksgiving. J'ai vu le nom sur l'écran, j'ai regardé le téléphone sonner, puis j'ai appuyé sur refuser. J'ai mis le téléphone en silencieux, et je suis retourné dans la cuisine. Je ne me dépêche plus. Pour personne. Pour rien. Il n'y a plus de voix qui murmure que je ne suis personne. Je suis Sarah. Je suis une mère. Je suis la chef de mon foyer. Je suis quelqu'un qui ne s'est pas effondré. Je me suis tenu debout. Ce n'était pas une victoire. C'était une restauration. Ce n'était pas une vengeance. C'était la justice. Et maintenant tout est calme. Et nous sommes enfin chez nous. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti en écoutant cette histoire. De la colère, de la tristesse, peut-être même du soulagement. Mais je veux vous poser une question. Est-ce que Sarah a bien agi? Est-elle allée trop loin? Ou a-t-elle enfin protégé sa fille et elle-même, d'une manière que personne d'autre ne l'aurait fait? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si cette histoire vous a touché, même juste un peu, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et rappelez-vous, même la voix la plus silencieuse peut porter une force incroyable.